Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à Alternatiba pour l'organisation de cette soirée. Bienvenue à cette conférence donc, qui s'intitule Écofascisme, au pluriel, le risque d'une extrême droite écologiste. Je me présente, je suis donc un collègue de Jean-Baptiste, je m'appelle Achille Karangwa et je travaille pour la rubrique vaudoise du Courrier à Lausanne. Et on a le plaisir ce soir de recevoir Antoine Dubiot, qui est l'auteur d'un livre qui nomme ce courant idéologique, ou cette confluence de courants, pourrait-on dire, également au pluriel. Antoine, qui nous a fait le plaisir de faire cette conférence, il est géographe et doctorant ici à l'Université de Genève, et il travaille depuis de nombreuses années sur l'histoire des mouvements écologistes et leur contenu idéologique, leur développement, etc. Et donc on va parler d'écofascisme ce soir, et je crois qu'avant justement de parler de ça, Antoine voulait vous poser une question, et puis voilà, ensuite on parlera un petit peu du livre. J'ai préparé quelques questions, mais je pense que le but c'est aussi de discuter ensemble, et puis aussi ensuite avec vous, et on a environ 1h30 pour faire ça. Donc voilà, sentez-vous libre tout à l'heure de poser vos questions ou de les préparer. Peut-être déjà juste pour commencer, je dis un petit mot sur le livre et puis on va développer. Donc moi j'ai eu le plaisir de le lire l'année dernière. On avait pu faire une interview pour le Courrier, et je me le résume comme ça, disons, pour introduire. Pour moi c'est une critique assez approfondie, détaillée des tentatives de l'extrême droite, de mouvements fascistes ou autoritaires, d'intégrer honnêtement, plus ou moins honnêtement pour certains, mais assez honnêtement, le discours écologiste dans leur programme, dans la façon dont ils thématisent leurs propres thèmes d'extrême droite. Dans le développement de ce livre, tu montres que l'écologie, qui est souvent perçue comme intrinsèquement liée à la gauche, elle peut aussi être récupérée par des mouvements autoritaires, nationalistes, xénophobes, etc., que tu ramasses sous le terme d'écofascisme au pluriel. Et tu identifies plusieurs points centraux de cette récupération, mais aussi quelques angles morts de la gauche écologiste face à cela. Et voilà, on va revenir sur ça. Et une personne a déjà précédé ma première question, puisqu'effectivement, dans le livre, tu commences en disant que écofascisme, écofasciste, surtout, c'est une insulte. C'est souvent quelque chose que voilà, dans la polémique, disons, politique, on colle aux militants écologistes comment dire, les accusant de vouloir mettre des mesures autoritaires pour défendre leur thèse. Et toi, dans le livre, tu montres comment ce terme, en fait, il avait déjà été utilisé il y a 50 ans, dans les années 70, avec un contenu idéologique solide. Alors voilà, peut-être on peut commencer comme ça. Comment ce mot a été utilisé et pourquoi ce n'est pas qu'une insulte? Oui, l'usage principal du terme, il est plutôt utilisé contre les écologistes dans leur ensemble. C'est plutôt la droite libérale ou voire l'extrême droite qui va utiliser le terme pour dire que les écologistes voudraient tout interdire. Alors, ça peut être l'usage de l'avion, la consommation de viande. Voilà, c'est les deux exemples les plus courants. C'est un usage clairement disqualificatoire. Le seul but, c'est de diaboliser les écologistes en général, en tant que mouvement ou en tant qu'individu, si c'est ciblé sur une personne en particulier. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pas très intéressant pour nous. C'est une insulte politique comme il en existe plein d'autres. Par exemple, le mouvement féministe est souvent qualifié de féminazi par ses opposants réactionnaires. Voilà, c'est un peu le même usage où alors on peut entendre aussi le terme islamo-gauchisme, tous ces termes un peu valises qui permettent de diaboliser des adversaires à peu de frais en fait et sans vraiment de fondement. Donc ça, on va laisser de côté. Mais il y a un autre usage du terme d'écofascisme qui a une histoire plus longue, comme tu l'as évoqué, Achille, qui date en fait des années 70. Dans le mouvement écologiste, il y avait ce terme d'écofascisme qui est apparu. Alors, on ne sait pas exactement où, c'est un peu difficile de le retracer. Probablement que c'était un terme qui circulait plutôt entre militants. Qui servait à caractériser non pas une extrême droite écologiste, mais plutôt ce que je désignerais comme une forme d'autoritarisme écologique, au sens où le seul critère, c'était la dimension dictatoriale d'un régime qui voudrait gérer les pénuries
C'est essentiellement défini comme ça. Notamment un philosophe qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui est un philosophe français qui a une place importante parmi les principaux auteurs qui ont inspiré le mouvement écologiste francophone, qui disait que l'écofascisme pourrait être aussi bien de droite comme de gauche. Donc on voit qu'en fait le positionnement politique de ce régime-là, ça importait assez peu dans la manière dont le concept d'écofascisme pouvait circuler. Le point central, c'était de critiquer un régime qui tendrait vers une dictature verte. C'est l'usage principal du terme au sein du mouvement écologiste, mais du coup qui est un peu différent déjà de celui qui peut être utilisé contre les écologistes. Donc il y a quand même une forme de... Il y a plusieurs sens du terme qui coexistent dans l'espace public, donc c'est parfois un peu difficile de s'y repérer. Quand on entend quelqu'un qui utilise le terme écofasciste, en fait on ne sait pas trop comment la personne se positionne. Est-ce que c'est quelqu'un d'extrême droite qui est anti-écolo? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui critique les formes jugées autoritaires ou réactionnaires d'écologie? Voilà. L'idée du livre, c'était quand même aussi de faire un petit peu recenser un petit peu ces usages-là au début, mais surtout d'essayer d'avoir une définition un peu profonde de ce concept-là, parce que je pense que en fait, ces usages en tant qu'insulte du terme d'écofascisme cachent une réalité qui est la manière dont l'extrême droite a un rapport concret quand même à la question écologique. Voilà. Merci. Donc, avant de revenir à ce rapport concret avec l'écologie politique du côté de l'extrême droite, toi, tu remets en cause voilà, ce qu'on apprend parfois même à l'université, que l'écologie est intrinsèquement de gauche. Qu'est-ce qui, dans son histoire, te fait dire que ce n'est pas tellement le cas? Justement, ce n'est pas dans son histoire que je trouve que ce n'est pas trop le cas. C'est plutôt d'un point de vue théorique, en fait. Moi, je suis d'accord pour dire que, globalement, si on refait un peu le panorama global des rapports à l'écologie au sein du champ politique, que l'extrême droite est plutôt anti-écolo. Il y a même un concept qui est né il n'y a pas si longtemps dans un livre que je trouve beaucoup plus important en fait, pour décrire la situation actuelle que le mien, qui s'appelle Fascisme fossile, qui est un livre qui décrit, qui porte le concept de carbofascisme et comment il y a une convergence d'intérêts entre l'extrême droite et les industries fossiles. Convergence d'intérêts, c'est-à-dire que les deux vont défendre les énergies fossiles, mais pour des raisons différentes. Bon, l'industrie fossile, c'est évidemment pour perpétuer l'exploitation d'hydrocarbures et assurer donc sa croissance économique, etc. Du côté de l'extrême droite, c'est plutôt la défense d'une civilisation occidentale fantasmée qui est adossée aux énergies fossiles. En fait, ils font une espèce d'équivalence entre la civilisation occidentale et l'exploitation des énergies fossiles. Donc si jamais on abandonnait les énergies fossiles, ça signerait aussi la fin de la civilisation occidentale telle que l'extrême droite la défend. Et du coup, voilà, convergence d'intérêts. Ça, c'est le positionnement global de l'extrême droite dans le monde occidental. C'est vrai de l'UDC en Suisse, c'est vrai en France du RN ou de Reconquête, c'est vrai de Viktor Orban en Hongrie, c'est vrai de Bolsonaro au Brésil, c'est vrai de Trump aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est le positionnement carbofasciste. De l'autre côté du spectre politique, la question écologique, elle est principalement, jusqu'à maintenant, plutôt portée par les organisations de gauche, parlementaires ou extra-parlementaires. Ça, c'est une réalité avec laquelle je suis tout à fait d'accord aussi. Et l'historiographie du mouvement écologiste le montre très bien, que la plupart des organisations écologistes, en tout cas au sens politique du terme, pas forcément uniquement de la protection de l'environnement, mais qui font vraiment de l'écologie une question politique, sont clairement issues de la gauche. C'est vrai globalement en Europe occidentale. C'est un peu différent par exemple aux États-Unis ou ailleurs dans le monde occidental. Bon, cette histoire-là, l'idée, c'est pas de la contester, mais c'est pas parce que l'écologie, elle a cette histoire-là qu'elle est intrinsèquement de gauche. Et en fait, la distinction que je propose, c'est de dire que l'écologie, elle est historiquement de gauche, mais pas intrinsèquement. C'est-à-dire qu'elle existe en tant que question d'actualité qui fait que n'importe quelle force politique peut se l'approprier, peut développer des réponses sur ces questions-là. Il se trouve que l'extrême droite est très en retard par rapport à la gauche, et de mon point de vue, c'est plutôt heureux qu'il n'y ait pas une écologie extrême droite déjà importante. Mais en fait, le risque, c'est de fossiliser le fait que l'écologie serait forcément de gauche, vu que c'est la seule famille politique qui se l'appropriait jusque-là. En tout cas, qui se l'appropriait de manière visible dans des organisations qui se présentent aux élections, etc. En réalité, en fait, on peut voir qu'il y a des appropriations de la question écologique par une certaine extrême droite, mais qui ne sont certes pas les formes les plus visibles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'UDC qui va s'approprier la question écologique, en tout cas de manière
ils vont pas se déclarer écofascistes, ils vont pas mettre en avant une appropriation sérieuse de la question écologique. C'est pas en tout cas le prisme qu'ils ont choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des reconfigurations aux marges de l'extrême droite autour de la question écologique. Justement, toi, tu parles d'un double processus, à la fois de d'écologisation du fascisme et de fascisation de l'écologie. Alors déjà, sur l'écologisation du fascisme, qu'est-ce que tu entends par là et comment ça se décline ? C'est un peu la facilité sociologique, les deux processus mis en rapport l'un à l'autre. Mais je trouve que c'est assez efficace quand même pour caractériser ce qui se passe à la fois aux marges de l'extrême droite et aux marges du mouvement écologiste. Donc si on revient sur le processus d'écologisation du fascisme, pour moi ça désigne une appropriation essentiellement idéologique, et j'insiste là-dessus, je vais revenir un peu sur pourquoi après, appropriation idéologique de l'enjeu écologique par des penseurs d'extrême droite. Il y a notamment un groupe de pensée qui s'appelle la Nouvelle Droite, qui s'est principalement approprié ce concept, qui est un groupe initialement de penseurs français, mais qui s'est exporté ensuite beaucoup en Allemagne. On entend beaucoup parler de la Nouvelle Droite ou de la Neue Rechte en Allemagne, ou la New Right aux États-Unis, mais aussi en Italie et dans d'autres pays européens. En gros, ce sont des idéologues qui se tiennent à distance du champ politique. C'est vraiment des gens qui cherchent à essayer de refonder théoriquement le fascisme. On peut le dire vraiment comme ça. Ils ne cherchent pas à se présenter aux élections. Ils ne cherchent pas à avoir des organisations politiques qui défendent de manière très directe leurs idées. Ils sont plutôt à une échelle vraiment idéologique, essayer de produire des idées. Donc, ils vont publier dans des livres, dans des revues, un certain nombre d'articles qui vont essayer de retravailler un petit peu ce qu'est la doctrine fasciste. L'écologie, ce n'est pas la seule question qu'ils vont traiter. Ils vont traiter plein d'autres questions. Par exemple, dès les années 70, ils vont mettre en avant le fait que l'extrême droite doit abandonner le concept de race biologique pour défendre un racisme culturel. Et donc, notamment à travers le concept d'identité. Il se trouve que le concept d'identité aujourd'hui est omniprésent dans le champ politique. L'extrême droite se l'est bien approprié, mais en fait, ça dépasse largement l'extrême droite maintenant. Et c'est un concept en fait, qui a été forgé dans son acception actuelle raciste par justement ce groupe d'intellectuels-là. Bon, c'est le principal succès, on va dire, qu'ils ont eu dans l'espace public. La question écologique, ça arrive un petit peu plus tard, ça arrive plutôt à fin des années 80, début des années 90, où il y a un certain nombre de penseurs, et un en particulier qui s'appelle Alain de Benoît, qui est un peu la figure de proue de cette mouvance de la nouvelle droite dans le monde francophone, qui va développer une conception qu'on peut qualifier d'écofasciste de l'écologie. Ça va pas trop marché au début, et d'ailleurs ça marche toujours pas trop dans le reste de l'extrême droite non intellectuelle. Ça marche un petit peu dans certains groupuscules d'extrême droite, plutôt des groupuscules, soit des groupuscules violents, soit des groupuscules qui sont plutôt sur une approche très traditionnaliste, défense de la famille traditionnelle, etc., qui vont défendre la conception de l'écologie d'Alain de Benoît et de la nouvelle droite en particulier. Donc c'est important de voir que c'est un processus qui se joue plutôt aux marges de l'extrême droite et pas dans ses formes les plus visibles. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se passe pas dans les formes les plus visibles qu'il n'a pas une influence non plus sur les partis d'extrême droite également. C'est quoi les principales thèses de quelqu'un comme Alain de Benoît ou d'autres courants qui pourraient mettre, disons, en danse un peu leurs analyses? Parce que toi, tu dis qu'ils sont honnêtement écologistes, ou en tout cas, honnêtement, ils importent la notion d'écologie politique honnêtement dans leur discours. Mais ce discours, il tient sur quoi? Moi, je ne saurais pas me prononcer si... Je sais que dans le livre, j'ai écrit ça, mais en fait, je ne sais pas si c'est honnête ou pas. Et en fait, la question, à mon avis, elle ne se pose pas trop, parce que je ne suis pas dans la tête de ces idéologues-là, et je ne sais pas exactement pourquoi et ce qu'ils pensent. Tout ce que je peux observer, c'est que ça fait maintenant 30 ans qu'ils se penchent sur la question écologique, sans qu'il y ait d'appropriation par le reste de l'extrême droite. Pourtant, ils continuent quand même à travailler dessus et à faire un travail assez abouti. Ce qu'on peut par contre observer, c'est leur production. Et franchement, quelqu'un comme Alain de Benoît, tout autant fasciste qu'il est, en fait, je pense que sa formation sur les questions écologiques en fait, est très importante, enfin, bien plus importante que beaucoup d'idéologues écologistes ancrés à gauche. C'est quelqu'un en fait, qui lit énormément d'auteurs écologistes, qui a traduit beaucoup d'écologistes américains. C'est un des importateurs dans l'espace public francophone de l'écologie profonde. On en reparlera un petit peu plus tard, je pense, qui est un concept qui, dans l'espace francophone, n'avait pas trop de réalité, qui a plutôt marché plutôt aux États-Unis, même si c'est un philosophe norvégien qui a inventé ce concept. Il a traduit beaucoup de ces textes-là dans ses revues, etc. Donc déjà, ça
dénote, à mon avis, quand même d'un investissement dans ce travail de traduction qui est quand même déjà assez significatif. Puis ensuite, l'écologie, elle a quand même une fonction idéologique aussi dans le discours de la nouvelle droite qui permet en fait de synthétiser un certain nombre de conceptions disparates qui existaient au sein de l'extrême droite, notamment une certaine forme de mysticisme qu'on pouvait retrouver au sein de l'extrême droite, qui était plutôt dominé par les franges industrialistes. Par exemple, chez les nazis, il y avait un peu les mystiques et puis les industrialistes, et puis c'est plutôt, avec l'effort de guerre, etc., c'est plutôt les industrialistes qui ont pris le pas sur les mystiques dans la conception idéologique du nazisme. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, en fait, il y a un certain nombre d'autres exemples d'ingrédients qui font plutôt appel à une forme de tradition, d'ancrage ancestral d'une population blanche jugée pure dans le sol européen. En fait, l'écologie, elle permet d'agréger tout ça. Elle permet un peu de faire la boucle, elle permet de regrouper les aspects mystiques et l'aspect ancrage dans le sol. Et donc, il y a un concept qui résume un petit peu ça, qui est le concept d'enracinement. Et c'est le rapport au territoire que les écofascistes vont défendre. C'est vraiment le terme clé. Et c'est le terme qu'on retrouve à la fois chez les idéologues et dans les slogans des groupuscules qui vont faire des conférences ou produire des tracts ou même de la communication sur Instagram, sur YouTube, sur ce type de questions-là, pour essayer d'attirer des jeunes vers ça. Donc voilà, le concept d'enracinement, il est assez central à mon avis. Il est aussi, à mon avis, difficile à décrypter dans le sens où, en fait, il décrit un rapport au territoire qui, spontanément, est conçu par beaucoup de gens comme un rapport normal. C'est-à-dire qu'on serait lié au sol dont on est issu, et puis il y aurait une forme de... On aurait une connexion avec ce sol. Et en fait, les écofascistes, ils vont capitaliser un petit peu là-dessus et faire en sorte que, en fait, le fait d'être déraciné, ce serait un peu la source de la crise écologique. Ce serait la source du fait qu'on ait une mobilité exacerbée, qu'on bouge tout le temps, etc. Donc je pense que ça rend leur projet en fait assez attrayant. Et ce concept d'enracinement, il est très dangereux parce qu'il dessine le fait qu'il faudrait qu'on soit biologiquement, carrément lié au sol dont on sera issu. Donc on voit très bien vers quoi ça tend, c'est vers une justification écologique du rejet de toute forme d'immigration, et puis que chacun reste chez soi, qui est un des autres combats importants de la nouvelle droite. Essayer de défendre cette forme de mixophobie culturelle. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'identité. Ça, c'est un des premiers concepts. Un deuxième concept qui est vraiment important, c'est le concept de nature, qui est très important dans la pensée écofasciste. Bon, c'est un concept évidemment polysémique important. Il se trouve qu'à l'extrême droite, c'est les conceptions hiérarchiques de la nature, donc la nature comme un ordre qui hiérarchiserait les êtres entre eux, qui est retenu. C'est assez courant en fait au sein de l'extrême droite, globalement du camp réactionnaire, d'utiliser le concept de nature pour justifier, légitimer des hiérarchies sociales, que ce soit la domination des hommes sur les femmes, des blancs sur les non-blancs et non-blanches. Il se trouve que c'est souvent une conception métaphorique de la nature qui est mobilisée. C'est-à-dire, c'est bien documenté par exemple par l'historien du nazisme Johann Chapoutot, il montre ça, il montre que pour les nazis, il faudrait que la société soit organisée comme la nature. Il y a une forme de mise en équivalence que lui désigne comme métaphorique. C'est d'ailleurs de lui que je reprends ce terme-là. Ce qui est un peu différent avec les écofascistes, c'est qu'il y a une forme de bouclage. Ce n'est pas juste la société doit être organisée comme la nature. Pour eux, ça veut dire la société et la nature, c'est la même chose. Donc en fait, si on essaye de dépasser les soi-disant hiérarchies naturelles qui existeraient entre les hommes et les femmes ou entre les blancs et les non-blancs, et ben en fait, ça voudrait dire qu'on déclenche une crise écologique, on perturbe l'équilibre jugé naturel du rapport entre la société et son environnement. Donc je pense que c'est vraiment autour de ce concept de nature aussi qu'il faut réfléchir sur la manière dont il est mobilisé et cette conception hiérarchique de la nature qui en fait sied bien aux écofascistes et qui peut exister dans pas mal d'autres discours. Dès que par exemple on entend, on a parlé du Covid juste avant, on entend quand la nature, c'est la nature qui se défend contre les attaques humaines contre celle-ci. Je ne dis pas que c'est un discours écofasciste stricto sensu, mais simplement ça reflète un peu cette conception hiérarchique de la nature qui existe en fait au sein de la société et sur laquelle l'extrême droite écofasciste se base pour essayer de déployer son discours sur sa conception de l'écologie. Et ça, c'est pour le pan, disons, plus intellectuel de la nouvelle droite, de certaines théorisations réactionnaires de l'écologie politique. Tu dis que ça
ou que c'est marginalement, ça influence de manière marginale la droite et l'extrême droite. Pourtant, on peut aussi voir dans l'actualité, dans le discours de certains partis classés à l'extrême droite, une thématisation du discours écologique et même d'avoir des intellectuels au sein même de ces partis. Je pense à Hervé Juvin pour le Rassemblement national en France. Est-ce que tu peux nous dire deux mots peut-être sur Juvin, sur l'évolution du programme du RN et sur en fait en quoi l'actualité de l'extrême droite est quand même dans l'actualité de l'extrême droite, on peut voir cette thématisation de l'écologie politique. Grosse question. D'abord sur, par exemple, la présence d'Hervé Juvin. Hervé Juvin, c'est une espèce de petit intellectuel d'extrême droite qui essaye de reprendre un peu les thèses de la nouvelle droite que j'évoquais. Je dis petit intellectuel parce qu'il est un peu moqué par les intellectuels que j'évoquais avant la nouvelle droite, ce qu'il est considéré comme pas très bon. Mais bon, à la limite, ça ne nous intéresse pas trop. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est un passeur d'idées du champ idéologique vers le champ partisan et donc vers le Rassemblement national en particulier. Parce qu'il a été un peu propulsé comme le monsieur écologie de Marine Le Pen. Il a notamment été député européen. Alors, il ne l'est plus aujourd'hui, mais il était dans la mandature précédente. Et voilà, il contribue au sein du parti à pousser cette appropriation de la question écologique. Ça ne veut pas dire que mécaniquement, le Rassemblement national ou n'importe quel parti d'extrême droite qui aurait cette stratégie va, de manière progressive, devenir écolo et écofasciste. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, les rapports qui existent entre le champ idéologique et le champ partisan, notamment parce que en fait, c'est deux espaces sociaux qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes injonctions. C'est-à-dire que les idéologues, ils peuvent réfléchir un peu sur ce qu'ils veulent. Et quelqu'un comme Alain de Benoît, c'est ce que je disais, ça fait 30 ans qu'il s'intéresse à la question écologique, même si c'est ses ouvrages qui se vendent le moins bien. En fait, si lui, ça l'intéresse, il va continuer à écrire et à produire dessus. Pour des partis politiques, l'objectif il est très différent. Le but, c'est de se faire élire. Donc, il n'y a pas du tout le même investissement dans la question écologique. Il ne repose pas du tout sur les mêmes contraintes. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, l'écologisation de l'extrême droite, et notamment de ses formes partisanes, à mon sens, elle va être très conflictuelle. Elle va avancer par petits bouts, un peu au gré de l'actualité, au gré aussi de comment, au sein du parti, ou quel que soit le parti qu'on prend, il y a des luttes internes et donc des fois des figures qui vont porter cette question, comme Hervé Juvin par exemple au Rassemblement national, mais aussi d'autres qui vont plutôt être dans la position inverse, anti-écolo. Et donc ça dépend aussi de ces luttes interpersonnelles, etc. Donc c'est un peu difficile d'avoir, disons, une projection globale sur comment les partis d'extrême droite vont s'approprier la question écologique. Par contre, ce qu'on peut essayer de voir, c'est concrètement comment parfois certains arguments sont puisés dans un registre qu'on peut désigner comme écofasciste par des représentants de l'extrême droite. Un discours courant qu'on retrouve dans une grande partie de l'extrême droite européenne, c'est de dire que la meilleure forme d'écologie, ce serait la fermeture des frontières. Ça, on le retrouve de manière assez systématique. C'est bien documenté dans ce livre Fascisme fossile que je citais tout à l'heure. Jordan Bardella l'a dit, il y a un responsable suédois qui l'a dit, un responsable norvégien, danois, italien. En fait, c'est vraiment un slogan qui a circulé au sein de l'extrême droite européenne. Ça ne veut pas dire que, parce que ce slogan a été mobilisé, c'est un parti qui devient écofasciste directement. Au contraire, en fait, si on reprend la trajectoire du Rassemblement national en particulier, il se trouve que c'est le parti sur lequel j'ai le plus travaillé. Je n'ai pas trop travaillé sur les partis, plutôt sur les idéologues, comme vous l'avez vu, mais c'est le parti sur lequel j'ai plus travaillé pour le livre. Là, on va avoir plutôt des allers-retours. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, autour de Marine Le Pen et avec la dynamique enclenchée par Hervé Juvin, que je vous présentais tout à l'heure, il y a plutôt eu une appropriation de la question écologique via le concept de localisme. Pendant la campagne présidentielle en 2022, Marine Le Pen a beaucoup mis ce thème en avant. Pas forcément dans une dimension exclusivement écologique, aussi dans une dimension identitaire, pour dire le local, c'est le chez nous, il ne faudrait pas que des gens de l'extérieur viennent. Mais il y avait quand même cette dimension écologique-là, avec la défense de circuits courts, d'une alimentation plus écologique. Je ne vais pas dire alimentation bio, parce qu'elle n'est pas allée jusqu'à défendre l'alimentation bio, mais voilà, il y a en tout cas des éléments qui y arrivaient. Et puis, à la rentrée politique 2023, donc il y a un an, c'est plutôt le virage opposé qui a été pris, parce que Jordan Bardella, qui entre-temps est devenu le président du parti, lui a plutôt défendu ce qu'il a appelé une écologie du bon sens. En fait, écologie du bon sens, c'est plutôt essayer de modérer les ardeurs des écologistes. Donc on est plutôt sur un retour en arrière. On pourrait discuter aussi le fait de dire écologie du bon sens, ça a aussi toute une explication géographique intéressante. Mais ça montre en fait, ça va se faire plutôt par aller-retour comme ça, aussi au gré un petit peu des actualités politiques et de comment aussi
l'électorat est réceptif ou non aux discours qui sont produits sur la question par les partis. Voilà, donc c'est assez difficile de le modéliser de manière très précise. Et c'est aussi des choses qui se basent sur des sondages. Les partis politiques, des fois, ils se basent sur des sondages pour essayer d'adapter leur discours à un certain électorat. Et puis, des fois, ça fait un flop parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des outils toujours très précis pour réussir à vraiment caractériser les attentes d'un électorat. Donc, voilà, c'est des choses qui sont difficilement modélisables avec des facteurs précis. Mais il y a tous ces facteurs-là qui peuvent jouer sur la manière dont le parti va aller puiser ou non dans un registre écofasciste des arguments sur la question écologique. Et tu parles aussi de fascisation de l'écologie. Est-ce que tu peux nous donner un peu les ressorts de cette fascisation de l'écologie ? Oui, la fascisation de l'écologie, c'est un concept, à mon avis, plus difficile à appréhender que celui d'écologisation du fascisme. Et je ne le mets pas vraiment en miroir de l'autre. L'idée, ce n'est pas de dire que le mouvement écologiste se fascise de manière un peu unilatérale, comme j'ai décrit pour le mouvement de fascisation de l'écologie. Là, je pense que c'est un mouvement beaucoup plus complexe et qui se joue dans un certain nombre de marges du mouvement écologiste et qui ne désigne pas le fait qu'il y aurait des glissements systématiques vers l'extrême droite de nombre d'écologistes. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a un certain nombre de discours qui présentent des ambiguïtés ou des pans glissantes dans les discours écologistes qui peuvent contribuer à diffuser dans l'espace public une conception réactionnaire de l'écologie. Ça ne veut pas dire que les gens qui vont défendre les différentes formes de fascisation de l'écologie, enfin différentes formes de discours qui contribuent à une fascisation de l'écologie que je vais vous présenter après, sont des écofascistes en puissance, etc. Simplement, ça veut dire que dans l'espace public, en fait, il y a une espèce de lutte sur comment l'enjeu écologique est traité, que ce soit dans l'espace médiatique, dans l'espace public, dans l'espace électoral, et qu'en fait, il y a des écologistes qui contribuent à favoriser plutôt un écofascisme qu'une écologie qu'on pourrait désigner comme émancipatrice ou une écologie sociale, etc. Donc, à mon sens, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le concept de fascisation de l'écologie. En fait, je le précise parce que dans la première version du livre, c'était peut-être pas assez fin la manière dont j'avais proposé ça. Donc j'ai reçu pas mal de critiques d'écologistes qui se sont sentis un peu visés et que je désignais comme écofascistes. Alors que c'était pas trop le propos. L'idée, c'est plus de réfléchir comment collectivement on peut éviter en fait d'offrir des prises comme ça à l'extrême droite sur la question écologique. Voilà. Et donc dans la deuxième version du livre, j'ai rajouté des petites choses dans la postface justement pour préciser un petit peu ça et dire que l'idée, ce n'est pas de cibler des camarades écologistes pour les désigner comme des fascisateurs de l'écologie, parce que je ne pense pas que ce soit un mouvement massif non plus. Je pense que c'est quelque chose d'assez transversal, mais périphérique. C'est un peu compliqué à appréhender, mais c'est-à-dire que, en fait, il y a très peu de trajectoires d'écologistes qui vont vers l'extrême droite, qui vont vraiment dans des groupuscules qu'on pourrait désigner comme écofascistes. C'est pour ça que je passais un petit peu par cette explication via comment l'écologie existe dans le champ politique, parce que c'est plutôt comme ça que la fascisation de l'écologie se fait. Et des trajectoires, on trouve quelques trajectoires individuelles d'écologistes qui sont allés vers des groupes d'extrême droite, mais en fait, assez peu. On en trouve par exemple l'assistant parlementaire d'Hervé Juvin au Parlement européen, qui s'appelle Andrea Cotarac, c'est un ancien du parti de gauche. Bon, à l'époque, la France insoumise n'existait pas, mais donc le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il était même élu du parti de gauche à la région Rhône-Alpes et il est passé au Rassemblement national. Mais en fait, c'est un exemple assez isolé. On a quelques autres exemples d'activistes moins connus qui ont pu passer de l'un à l'autre. Mais en fait, on en trouve assez peu. Et de la même façon, on ne trouve pas d'organisations écologistes qui sont passées directement à l'extrême droite. Par contre, on retrouve une diversité de formes de discours qui contribuent à cette fascination de l'écologie dans l'espace public. Alors, quels sont un peu les exemples de ces ambiguïtés ? J'aime bien que tu le formes sous le concept d'ambiguïté, parce qu'effectivement, c'est pas une théorisation de la fascisation de l'écologie, mais c'est un certain nombre d'angles morts qui pourraient être récupérés ou contribuer à cette fascisation. Voilà, j'aimerais bien que tu en donnes quelques exemples. Juste pour préciser juste quelque chose, oui, sur cette idée d'ambiguïté, le fait que c'est pas parce que des écologistes vont avoir des ambiguïtés dans certaines parties de leur discours qui vont mécaniquement glisser vers l'extrême droite. Je fais une petite métaphore souvent avec le seuil d'une porte. C'est comme s'il y avait un seuil, mais qui n'était jamais franchi. C'est-à-dire que la personne se situe toujours un peu au seuil, tient des discours qu'on peut considérer comme contribuant à cette fascisation de l'écologie, mais que ce ne sera jamais franchi pour plein de raisons
tout à fait explicable, hein, notamment des fois, en fait, il y en a certains qui se rendent compte qu'en fait, oui, leur discours, il est peut-être parfois aussi proche de celui de l'extrême droite sur certaines questions, etc. Bon, quelle forme de fascisation de l'écologie? Je vais éviter de faire un peu la liste de courses et de vous faire un listing de tout ce qui me semble sujet à débat. Une des formes les plus importantes, c'est ce qui a été cité tout à l'heure, c'est le concept de néo-malthusianisme, qui désigne en fait une certaine position. Alors moi, j'appelle pas ça néo-malthusianisme, je parle plutôt de populationnisme écologique, mais on va dire que c'est à peu près la même chose aujourd'hui. C'est le fait de considérer que le ravage écologique est principalement ou uniquement, ça dépend un peu des variantes, causé par la surpopulation. C'est un cadrage, à mon avis, de l'enjeu écologique qui est dominant dans le champ médiatique, dans l'espace public aujourd'hui, dans le sens où, en fait, on peut parler de n'importe quoi, n'importe quelle autre source de la crise écologique. Les journalistes, désolé Achille, ils vont, mais peut-être que le courrier ne le fait pas, même sûrement, la plupart des journalistes dans les médias mainstream vont dire « ouais, mais en fait, est-ce qu'on n'est peut-être pas trop nombreux sur Terre ?» En tout cas, la plupart des experts, quand ils arrivent sur des plateaux télé, radio, etc., c'est une question qu'on leur posait systématiquement. Donc c'est très difficile de sortir de ce cadrage démographique. Et moi, c'est ça que je désigne par populationnisme écologique, c'est cette idée-là. Si on faisait un micro-trottoir dans la rue en prenant des gens au hasard, je mets ma main à couper que si on leur demande quelle est la principale cause de la crise écologique, en fait, ce qui va ressortir de manière assez mécanique, c'est cette idée qu'on est trop nombreux et trop nombreuses sur Terre. Parce que c'est énormément diffusé dans l'espace public. C'est aussi plus facile à conceptualiser pour essayer de comprendre le ravage écologique que de questionner le système économique et politique dans lequel on est. C'est évidemment quelque chose qui est moins engageant en fait, de se reporter sur ce critère purement démographique, avec simplement une question de est-ce qu'on est trop nombreux, trop nombreuses, et sans questionner tous les autres facteurs qui peuvent influencer le ravage écologique. Ça ne veut pas dire qu'il y a aucune réflexion à avoir sur la question démographique. En fait, c'est trivial de dire que, en fait, si on, avec le même système économique, si on est 3 milliards ou 8 milliards, évidemment, c'est différent. En fait, la question, c'est aussi quel levier politique on veut activer. Et le fait de se focaliser sur la question démographique uniquement, en fait, ça nous oriente vers des solutions de régulation de la population, pour le dire en termes un peu euphémisés, qui, si on observe concrètement comment elles se sont passées dans l'histoire des politiques démographiques, en fait, c'est des politiques très coercitives, d'une part, qui sont principalement ciblées sur les personnes non blanches et sur les femmes en particulier. Ça fait peser un certain nombre Enfin, les mesures pèsent principalement sur le corps des femmes. Donc, si on se considère comme écologiste de gauche, pour une écologie émancipatrice, etc., peut-être qu'on peut se dire que c'est pas forcément le fait qu'on soit trop nombreux ou pas assez nombreux, etc. C'est pas trop la question. La question, c'est, en fait, si c'est ça le cadrage qu'on veut, c'est-à-dire que les mesures qu'on va devoir mettre en place, c'est des mesures très coercitives et antiféministes notamment. Bon, ça c'est une première manière de voir le problème de la fascisation de l'écologie, c'est ce cadrage populationniste écologique du ravage. Je suis en train de réfléchir quelle autre forme je vais évoquer. Est-ce qu'il y en a une que toi te parle le plus que d'autres? Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de discours qu'on a mis sous le terme de collapsologie ou d'analyse d'un effondrement, que toi tu appelles du coup le discours effondriste, qui a aussi ses ambiguïtés selon toi. Est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots là-dessus? Pareil, c'est aussi une question un petit peu complexe. L'idée, je désamorce ça tout de suite, je ne vais pas dire que les collapsologistes sont des écofascistes. Voilà, en tout cas, ma génération, il y a pas mal de gens qui sont entrés dans la question écologique via ce type de théorie. Voilà. La collapsologie, si je représente un petit peu, c'est un courant qui est émergé en 2015, donc c'est assez récent. Finalement, ça fait écho à d'autres courants qui pouvaient exister dans le monde anglophone, notamment auparavant, qui considèrent que l'ensemble des infrastructures modernes, que ce soit agricoles, de santé, de transport, etc., sont interconnectées et qu'il y a un risque d'effondrement. Si jamais l'une d'entre elles, une de ces parties s'effondre, l'ensemble du système va s'effondrer. Cette théorie-là, elle est portée en disant que ce serait la civilisation dite thermo-industrielle qui serait susceptible de s'effondrer. Donc thermo-industrielle, on voit très bien le caractère très matériel de la chose, c'est les infrastructures qui sont dopées aux énergies fossiles et donc au fait de brûler des hydrocarbures, d'où le dans thermo-industriel. Donc le principe de la collapsologie, c'est de faire
d'avoir cette pensée systémique, de mettre en lien toutes ces dimensions-là, essentiellement, c'est un point de vue physique, en fait, pour montrer que voilà, y a un risque d'effondrement du système. Je ne vais pas commenter ça. Moi, je ne suis pas spécialiste en études des systèmes complexes. Il y a pas mal de débats sur est-ce que les modélisations qui ont été faites, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les discours politiques qui vont entourer ce type de théorisation. Parce que je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que oui, bon, il y a un ravage écologique important, qu'il y a une dimension systémique à ça, et puis est-ce qu'il va y avoir un effondrement de la société ou pas. Bon, c'est plutôt là-dessus, sur cette conceptualisation d'effondrement de la société, de la civilisation, et ces concepts, comment ils sont entremêlés, qu'on peut revenir. Chez les collapsologistes, le concept de civilisation, il y a toujours le qualificatif thermo-industriel qui est mobilisé, en tout cas dans les ouvrages. Par contre, dans la manière dont le concept existe dans l'espace public, le concept d'effondrement de la civilisation, en fait, on mobilise des affects qui sont très différents de ceux que les collapsologistes avaient essayé de porter au départ. C'est-à-dire que le concept de civilisation dans l'espace public, c'est principalement en fait, l'extrême droite qui le porte, pour défendre la civilisation dite occidentale contre... maintenant, c'est le grand remplacement, et donc ce type de fantasme ratio-là. Donc, à mon sens, parler d'effondrement écologique de la civilisation, ça, c'est un petit peu dangereux parce qu'on va plutôt aller vers ces affects-là. Finalement, quand des gens d'extrême droite entendent effondrement écologique de la civilisation, en fait, ce qu'ils entendent, c'est effondrement de la civilisation, qu'il soit écologique ou pas. En fait, c'est pas forcément ce qui les motive. Et d'ailleurs, on a vu en fait un certain nombre d'appropriations par des groupes d'extrême droite de ces discours collapsologiques. Et en fait, c'est intéressant parce que ça boucle avec l'existence de ces courants aux États-Unis. Les courants qu'on peut désigner comme effondristes et qui s'intéressent à cette perspective d'effondrement éventuel de la civilisation. Et ben en fait, aux États-Unis, c'est très clairement des groupes d'extrême droite. Il se trouve que la situation francophone, où c'est plutôt issu de la gauche, ces théorisations-là, en fait, c'est un peu une anomalie dans le monde des théories effondristes à l'échelle mondiale. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment faire de modélisation du ravage écologique, etc. Simplement, ce qui est aussi important, et c'est peut-être un manque dans ces théories de la collapsologie, c'est aussi d'inclure des facteurs sociaux. La réponse qu'on m'oppose généralement, c'est oui, Pablo Servigne, qui est donc la figure principale de ce mouvement de la collapsologie, qui l'a porté dans l'espace public, il parle de capitalisme. Bon, c'est vrai que le mot apparaît dans le livre et il parle du fait qu'il faut lutter contre les inégalités, etc. Bon, c'est un petit peu cosmétique, c'est un petit peu flou. On trouve 3 références aux sciences sociales dans sa modélisation générale. Donc voilà, c'est pas du tout un écofasciste en puissance, Pablo Servigne, loin de là. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours ancré dans les milieux de la gauche écologiste. Hein, mais il y a quand même un peu certains éléments dans son discours qui en fait offrent des prises à l'extrême droite. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les formes de fascisation de l'écologie, c'est que ça offre des prises à l'extrême droite pour s'approprier la question écologique aussi à sa manière. C'est-à-dire que c'est des formes suffisamment dépolitisées de la question écologique qui font qu'elles sont appropriables par l'extrême droite. Alors justement, dans ces formes dépolitisées, toi tu mets en garde aussi contre une vision apolitique de l'écologie qui peut favoriser ces récupérations ou ces phénomènes de fascisation, ou à tout le moins en tout cas peut-être une certaine incapacité face à une vision réactionnaire de l'écologie. Il y a parfois certaines personnalités du champ écologique qui sont accusées d'avoir une vision ou une pratique d'ailleurs réactionnaire dans leur militance écologiste. Tu me parlais l'autre jour qu'il y a, vu l'actualité autour de Paul Watson, pas mal d'accusations de ça. Et c'est peut-être intéressant que tu reviennes sur ça, vu que il est pas mal dans les nouvelles ces derniers temps. Oui, le cas de Paul Watson, je pense que c'est un cas assez emblématique de cette dynamique de fascisation de l'écologie. Je pense que c'est un cas qui est très difficile à traiter, qui est très complexe pour plein de raisons sur lesquelles je vais essayer de revenir. Sachant que moi, c'est en travaillant au départ sur Paul Watson et les discours politiques qu'il pouvait avoir que je me suis intéressé à la notion d'écofascisme. Parce que c'est quelqu'un qui est souvent qualifié d'écofasciste. Je reviendrai un peu dessus et pourquoi. Et en fait, c'est en essayant de complexifier un petit peu ces qualifications-là que je me suis intéressé au concept. Donc voilà, c'est la première fois que j'en parle parce que là, il y a une actualité vraiment particulière autour de lui. Mais voilà. Tu peux déjà dire peut-être... Oui, voilà. J'avais prévu. Paul Watson, c'est donc un militant écologiste, et on pourrait dire aussi animaliste, qui est cofondateur de Greenpeace notamment, donc fin années 60, début années 70, mais qui en a été évincé assez rapidement parce qu'il avait des méthodes
assez autoritaire et qu'on peut considérer comme agressive. Et du coup, Greenpeace, qui voulait plutôt une image un peu plus respectable dans l'espace public, en fait, a plutôt décidé de l'évincer. Et donc là, il a créé une autre ONG qui s'appelle Sea Shepherd, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, dans lequel il va plutôt défendre sa vision en fait, du combat écologique. Donc, Sea Shepherd, ça a été fondé en 1981. Ça existe toujours aujourd'hui. Il se trouve que Paul Watson n'est plus à la tête de Sea Shepherd pour diverses raisons. Je pense que ce n'est pas forcément très intéressant d'y revenir pour nous aujourd'hui. Quoique, si, on y reviendra un petit peu après. Et Sea Shepherd, il s'intéresse principalement à la défense de la biodiversité marine. Ils sont connus principalement pour leur lutte contre la chasse à la baleine illégale et le fait qu'ils ont des méthodes assez agressives pour lutter contre les baleiniers, notamment japonais, mais en fait aujourd'hui, mais ça a été des baleiniers soviétiques par le passé, etc. Pour en fait les empêcher de tuer des baleines, sachant que la pêche à la baleine est en fait illégale. Il y a un moratoire international sur la question, et donc Sea Shepherd se positionne comme une organisation qui ne ferait que respecter le droit international. Ils ont des méthodes assez agressives quand même. L'idée, c'est d'aller empêcher des bateaux de pratiquer la chasse à la baleine, mais de manière vraiment concrète. Ils vont aller parfois jusqu'à aborder ou éperonner les bateaux pour les empêcher de faire ce pourquoi ils ont été conçus. Pour ça, du coup, Paul Watson, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en 2012 à l'initiative du Japon, parce que voilà, c'est le principal pays qui opère la chasse à la baleine de nos jours. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il a été arrêté au Groenland. Je ne sais plus exactement la date, mais vers la fin du mois de juillet. Depuis, il est toujours en détention dans une prison au Groenland. Et puis, il y a eu plusieurs fois des reports de l'audience qui doit décider ou non de son extradition vers le Japon. Voilà, ça c'est pour le contexte global sur Paul Watson. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un cas intéressant pour essayer de déployer la réflexion autour du livre et de cette idée de fascisation de l'écologie? C'est parce que c'est quelqu'un qui est assez contesté au sein du milieu écologiste et surtout dans les franges les plus à gauche du mouvement écologiste pour un certain nombre de choses, et pour deux en particulier. La première, c'est les idées, la conception de l'écologie qu'il peut avoir. Et la deuxième, c'est les pratiques organisationnelles qui peuvent exister au sein de Sea Shepherd, donc qui existent un peu moins maintenant qu'il n'est plus à la tête, ou au sein de la nouvelle organisation qu'il a créée il y a quelques années. Alors d'abord sur ses idées, sa conception de l'écologie, lui il se revendique de l'écologie profonde que j'ai cité un petit peu plus tôt. Enfin revendique, c'est pas forcément quelque chose qu'il met le plus en avant, il met en avant plutôt dans des livres, etc. Pas trop dans des entretiens où il va se focaliser plutôt sur ses méthodes plutôt que sur ses idées. L'écologie profonde, c'est une conception de l'écologie qui considère que le principal ressort pour résoudre la crise écologique, c'est de changer notre rapport au monde. Donc on considère que c'est plutôt un processus individuel, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est plutôt un processus métaphysique. C'est en changeant notre conception du monde, notre rapport à la nature d'un point de vue vraiment intellectuel et métaphysique qu'on va pouvoir résoudre la crise écologique. Et finalement, les transformations sociales, elles devraient uniquement découler de cette approche très idéaliste, on pourrait dire, de la transformation écologique. C'est important de mentionner un peu l'histoire de ce courant de l'écologie profonde pour aussi comprendre un petit peu les provenances politiques un peu troubles de Paul Watson, parce que en fait, l'écologie profonde, là on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de coloration politique particulière, ce qui est le cas en fait du premier philosophe norvégien Arne Næss qui a théorisé ce concept. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, c'est des franges clairement malthusiennes, pour reprendre le concept que j'évoquais précédemment, qui vont mettre en cause la surpopulation comme principale source de la crise écologique, qui vont défendre le fait que en fait, les pays non occidentaux auraient une natalité trop importante. C'est plutôt dans ces espaces-là que le concept d'écologie profonde va être approprié, notamment aux États-Unis, un peu aussi au Canada, enfin en tout cas en Amérique du Nord. Paul Watson, il est vraiment issu de cette mouvance-là. C'est-à-dire qu'un de ses principaux mentors, c'est quelqu'un qui s'appelle Dave Foreman, qui a créé une organisation qui s'appelle Earth First aux États-Unis. Alors, j'ai plus la date exacte, mais au début des années 70. Et Paul Watson dit vraiment que c'est son mentor. Dave Foreman, il a dit à nombreuses reprises que sa conception de son positionnement, c'était d'être un conservationniste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? En gros, qu'il serait doublement conservateur. Conservateur au sens écologique du terme, au sens de conservation de la nature,
mais aussi conservateur au sens politique. En fait, il assumait ça. C'est quelqu'un qui venait du Parti républicain et qui défendait le fait d'être conservateur sur le plan social et qui fait un peu une espèce d'équivalence, qui est un petit peu une arnaque à mon sens, entre être conservateur au sens écologique et conservateur au sens social. Sachant qu'en fait, on est sur deux plans différents. C'est pas parce qu'on est conservateur sur le plan de conservation de la nature qu'on l'est forcément sur le plan du social. Enfin, il n'y a pas de lien logique. Il y a un lien qui est peut-être sémantique entre les deux termes, mais c'est un petit peu la confusion sur laquelle ce type d'acteur peut jouer pour défendre leur positionnement éco-conservateur au sens social, cette fois. Voilà, donc ça c'est un petit peu la conception de l'écologie dans laquelle baigne Paul Watson. Il se trouve que ces dernières années, il s'est un peu moins exprimé sur ces idées-là, ce qui met beaucoup en avant sa radicalité sur le plan de l'action, sur les modes d'action qu'il va mettre en place, et donc ce que j'évoquais tout à l'heure dans la lutte contre les baleiniers notamment. Mais en fait, sur le plan politique, des idées politiques qu'il défend, c'est pas quelqu'un de très radical. Au contraire, si c'est un conservateur, c'est justement qu'il est plutôt pour essayer de revenir en arrière, revenir à des formes d'organisation sociale, etc., plutôt passées. Il se trouve que c'est quelque chose qui ressort dans pas mal d'interventions qu'il a pu faire, en gros, jusqu'aux années 2010. Parce que depuis, il a une exposition médiatique encore plus importante que ce qu'il avait avant. Il a plutôt limité ce type de discours-là. Mais c'est arrivé plusieurs fois que dans des médias américains, notamment, il ne fait pas trop en fait quand il vient dans les médias européens, mais qui critique l'immigration de masse aux États-Unis, que ça va déséquilibrer l'écosystème américain, etc. Donc en fait, on retrouve un certain nombre d'arguments qu'on peut qualifier là clairement d'écofascistes. Maintenant, si on regarde ses liens à lui, le type d'organisation dans lesquelles il gravite, etc., c'est pas du tout quelqu'un qui est situé à l'extrême droite, c'est plutôt quelqu'un qui est situé non pas dans la gauche écologiste, qui se tient lui-même très à distance du champ politique. Il revendique ça, le fait que Sea Shepherd n'était pas positionné, que lui, la politique, ça ne l'intéresse pas, etc. Il revendique vraiment le fait que pour lui, l'écologie, c'est au-dessus du politique. C'est plus important que le reste des problèmes politiques. Mais peut-être je reviendrai un petit peu là-dessus ensuite. Voilà. Donc ça, c'est globalement ses idées. Et c'est pour ça qu'au sein de la gauche écologiste radicale, en fait, il est critiqué. C'est pour ce type d'idées qui sont considérées comme écologistes réactionnaires. Ça ne veut pas dire... Je le répète, hein, pour moi, ce n'est pas un écofasciste au sens strict que j'ai défini plus tôt, par une défense de l'enracinement, etc. C'est plutôt quelqu'un qui a un discours un peu trouble autour de certains ingrédients qui participent à cette conception écofasciste de l'écologie. Le deuxième point sur lequel il faut insister aussi, et pour lequel il est assez critiqué dans le mouvement écologiste, c'est les pratiques qu'il met en œuvre au sein de son organisation. Bon, il a été exclu, ou alors il est parti, c'est pas toujours très clair, ça dépend qui raconte un peu ces histoires-là. Il n'était plus dans Greenpeace, en tout cas, en raison des pratiques jugées violentes par Greenpeace qu'il pouvait mettre en œuvre. Et en fait, la manière dont il a structuré Sea Shepherd, c'est comme une organisation très verticale, où en gros, c'est lui le chef, et tout le monde suit un petit peu sa ligne d'action. Et ça, il s'en revendique en fait. Il dit... alors c'est pas une citation littérale, mais il dit que Sea Shepherd n'a jamais été une organisation démocratique. En fait, il l'assume. Il dit que c'est pour des raisons d'efficacité qu'il faudrait que Sea Shepherd soit une organisation très verticale. Il y a un certain nombre de témoignages de beaucoup de militants et de militantes qui sont passés par Sea Shepherd, qui critiquent cette organisation très verticale. Il y en a certains qui parlent carrément d'organisation militaire. Voilà. Donc c'est une des sources des critiques sur Paul Watson. Donc c'est pour ça que c'est un personnage assez controversé. Et là, au moment où il y a eu son emprisonnement, il y a eu beaucoup de manifestations pour demander sa libération, notamment dans le monde occidental. Et il y a une partie de la gauche écologiste qui a plutôt dit, en fait, non, regardez, c'est un réactionnaire, il ne faut pas demander sa libération. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans la complexité de la situation. C'est que c'est pas parce qu'on peut considérer que c'est un écologiste réactionnaire qu'il faudrait qu'il croupisse en prison. Disons que... en fait, la réalité, c'est que c'est une figure du mouvement écologiste. Et le fait qu'il soit emprisonné et qu'il subisse cette répression-là, ça fait une victoire symbolique pour les adversaires de toute forme de politique écologique. Donc, évidemment qu'il faut défendre sa libération et qu'il ne croupisse pas en prison. Mais surtout que voilà, ces actions, on peut vraiment juger qu'elles sont légitimes, hein, quoi qu'on pense des fondements théoriques qui peuvent les fonder. Voilà, c'est un peu toute la complexité de la situation. Mais même dans sa défense, il y a aussi des formes de complexité qui rejouent un petit peu les éléments que j'évoquais sur ses idées et sur le type d'organisation pour Sea Shepherd qu'il a pu défendre. C'est que Paul Watson, en fait, depuis les années 70, c'est quelqu'un qui a créé une forme d'automythification de sa propre personne autour de la figure du pirate. Il va beaucoup jouer sur cette image de hors-la-loi, vagabond, qui va lutter contre les méchants baleiniers.
ce qui fait qu'en fait, il joue sur un discours qui a une forme assez radicale, et c'est vrai que ces formes d'action sont assez radicales et agressives, ça c'est le terme que lui-même utilise, mais en même temps, il y a aussi c'est un discours et c'est une lutte qui est très consensuelle en fait. Parce que si on regarde le type de soutien que Paul Watson a, il y a des dizaines d'acteurs à Hollywood, il y a même des gouvernements qui le défendent. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il a été héroïsé, et donc il y a une défense assez unanime, malgré quelques marges un peu réticentes au sein du mouvement écologiste, à demander sa libération. Et en fait, ça invisibilise beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements, par exemple, il y a quand même un ministre français, bon maintenant démissionnaire, parce que vous connaissez la situation politique un peu particulière en France aujourd'hui, qui en fait s'est retrouvé à un rassemblement pour demander la libération de Paul Watson, alors que le gouvernement français, dans le même temps, en fait, mène une politique extrêmement répressive à l'égard des mouvements écologistes. Et donc, le fait de héroïser comme ça certaines figures, ça invisibilise en même temps la répression que subissent un certain nombre de militants et de militantes écologistes, à la fois dans les pays qui ont pu défendre comme ça, qui ont pu mettre en œuvre cette répression et qui ont pu demander la libération de Paul Watson, mais en fait aussi dans le monde en général, c'est-à-dire des activistes écologistes qui sont blessés, emprisonnés ou tués en fait, chaque année dans le monde. Il y en a plusieurs dizaines, voire des centaines certaines années, et notamment dans les pays non occidentaux. Il se trouve que voilà, c'est Paul Watson qu'on retient, c'est l'activiste écologiste probablement, non, maintenant qu'il y a Greta Thunberg, peut-être que voilà, il y a un peu une lutte, mais disons que c'est un des activistes écologistes les plus célèbres à l'échelle mondiale. Donc c'est évidemment important de défendre le fait qu'il voilà, ne soit pas emprisonné à vie pour que ce soit une victoire pour le mouvement écologiste contre la répression qu'il subit, et faire attention quand même aux formes d'héroïsation dont il peut faire l'objet, surtout qu'il les a lui-même alimentées aussi. Il y a tout un récit autour de ça qui, moi je trouve que c'est quand même assez malsain. Alors, comme l'heure avance, et puis que ce serait bien aussi de discuter avec vous, il y a peut-être un dernier danger sur lequel je voulais que tu reviennes, et puis je pense que ça fait une bonne transition aussi pour la discussion, c'est que, en fait, là on parle de l'extrême droite, voire une fascisation de l'écologie aussi à gauche, au centre, ou je ne sais pas comment le dire. Mais l'un des dangers qui peut aussi avoir, c'est une approche de la crise environnementale par des mesures autoritaires au nom, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure par exemple, voilà, de l'urgence écologique, la démocratie c'est trop lent, et il faudrait des mesures de suspension de cette démocratie peut-être, avec aussi couplé des mesures peut-être aussi austéritaires, comme on dit dans le champ militant, qui feraient peser le coût économique de la transition énergétique, de mesures écologiques, sur le dos des travailleuses et des travailleurs. Est-ce que toi, tu peux revenir sur ça, peut-être en thématisant le chapitre que tu as rajouté dans la deuxième version du bouquin, qui dit que l'écologie n'est pas apolitique? Oui, d'abord sur la question de la démocratie, il y a deux types de discours qui peuvent coexister dans le champ écologiste. Il y a le fait que la démocratie serait trop lente et le fait que la démocratie serait trop rapide. Je dis vraiment qu'ils coexistent parce que c'est des arguments qui peuvent être portés par la même personne à des moments différents et dans des espaces différents. Le fait de dire, alors par lequel je vais commencer, par, on va dire, démocratie trop lente d'abord. Ce serait le fait que le jeu parlementaire des démocraties représentatives libérales en fait, ne serait pas en capacité de prendre en charge un problème aussi urgent que le problème écologique. Ça, c'est un type d'argument qui a pu être mis en œuvre par des groupes comme Extinction Rebellion au début. Ça a un petit peu changé Extinction Rebellion, mais je reviendrai là-dessus après. Ou par d'autres groupuscules. En fait, c'est disons, assez récurrent dans le mouvement écologiste d'avoir ce discours-là qui défend une forme de dictature verte. Pas forcément d'écofascisme, parce qu'il n'y a pas forcément les autres éléments réactionnaires que j'évoquais, mais pour défendre une forme de dictature verte. Je ne vais pas prendre d'autres termes, c'est le terme le plus efficace. L'autre type de discours, c'est donc le fait que la démocratie serait trop rapide. Et là, c'est une conception différente de l'enjeu écologique qui joue. Ce n'est pas le fait que c'est une urgence, mais c'est plutôt le fait que c'est un enjeu de long terme, et qu'en fait, le jeu électoral, là, c'est un peu l'inverse, mais en fait, on a des politiques qui veulent se faire réélire, et en fait, les problèmes de long terme, ça ne les concerne pas, ils ne sont pas en capacité de les prendre en charge. Donc ces deux discours-là, ils servent à délégitimer la démocratie en général. C'est comme ça que, en tout cas, certains groupes écologistes peuvent les porter. Là où il y a quelque chose à travailler, à mon sens, c'est que, en fait, ce n'est pas la seule forme de démocratie existante, la démocratie représentative.
et qu'en fait, on peut travailler sur d'autres systèmes qui permettraient de prendre en charge ces enjeux-là. Il se trouve que dans un certain nombre de pays, on pourrait éventuellement réfléchir à une chambre parlementaire qui aurait un temps plus long, qui ne serait pas élue à des périodes aussi régulières, ou qui serait composée de manière différente des élections sur une base régulière. Ça, c'est par exemple la proposition de Dominique Bourg. Je ne sais pas, je n'y souscris pas spécialement, mais en tout cas, c'est un type de proposition qui montre qu'en fait, voilà, cette question de la vitesse de la démocratie, c'est aussi un petit peu une conception un petit peu basique de ce qu'est la démocratie en général, et qu'on peut imaginer d'autres formes démocratiques. Ça, c'était plutôt sur la question de la démocratie et de la manière dont, dans le mouvement écologiste, elle est traitée. Après, ta question, elle revenait beaucoup plus sur comment, en gros, la classe dirigeante peut approcher le problème écologique, et plutôt par des mesures austéritaires, de restriction d'accès à certaines ressources, etc. Bon, moi, je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas spécialiste de cette dimension-là, ce qu'on pourrait éventuellement appeler le capitalisme vert, et comment il y a des moments de pénurie qui peuvent être gérés par ce type d'organisation, enfin de gouvernement-là. La question qui me semble vraiment importante là-dessus, c'est aussi de voir que la manière dont la pénurie est gérée, elle dépend vraiment aussi du système politique qui est en place. En fait, on peut gérer une pénurie soit en faisant des restrictions individuelles qui pèsent directement sur les individus, notamment, et de manière, disons, non pas équitable, mais égalitaire pour tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Par exemple, imaginons de manière théorique, on restreindrait le fait de prendre l'avion à... ça, c'est la proposition, par exemple, de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, prendre l'avion 4 fois dans une vie. Alors, je ne sais plus si c'est 4 allers-retours ou 4 voyages uniques. Peu importe, à la limite. Oui, je vous entends beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup, mais d'un point de vue moyen, en fait, c'est ce qu'un humain moyen devrait faire en fait, dans sa vie pour ne pas dépasser en fait, un seuil carbone trop important. On pourrait considérer que voilà, on dit 4 voyages pour tout le monde. Et en fait, il y a aussi des gens, par exemple, une partie de leur famille, en fait, à l'étranger, très loin, et donc en fait, qui n'ont pas les mêmes besoins du tout. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je suis français, toute ma famille habite en France. Bon, moi, j'ai pas besoin de prendre l'avion pour aller voir ma famille, par exemple, même en habitant en Suisse. Et par exemple, quelqu'un qui a sa famille vraiment dans un pays très lointain, où ça prendrait des semaines d'y aller en train, ben voilà, évidemment, il y a un enjeu qui est un peu différent sur le fait de prendre l'avion. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là qui font qu'en fait, avoir une conception de l'austérité écologique qui serait, on applique la même chose à tout le monde, le même quota à tout le monde, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, il y a plein de travaux là-dessus, hein. Des gens qui réfléchissent à l'idée de carte carbone et donc de crédit carbone qu'on aurait à l'échelle individuelle, etc. C'est plutôt un sujet d'économiste. Moi, je ne suis pas économiste, mais il y a plein de réflexions sur ça, sur le fait comment on rend ce type de système-là éventuellement efficace et que ce ne soit pas justement quelque chose d'imposé à peu près à tout le monde de la même manière, sans prendre en compte la diversité des situations sociales qui font que voilà, on n'est pas touché de la même manière par les enjeux. Surtout que je rappelle quand même un point important, c'était plutôt le thème de la conférence de l'année dernière, sur le fait que, évidemment, en fonction de notre niveau de richesse et de notre nationalité, etc., en fait, on n'a pas du tout les mêmes impacts écologiques. Mais bon, on est un événement écologiste suisse. Je pense que la plupart des gens, vous connaissez bien ces questions-là. On est quand même dans un pays un peu particulier en termes de bilan carbone à l'échelle individuelle. Et puis oui, je voulais aussi que tu puisses finir sur peut-être quelles clarifications il faudrait faire aussi au sein du mouvement écologiste. Voilà, moi j'aimais bien que tu thématises le fait que l'écologie n'est pas apolitique, que c'est un champ de lutte comme un autre en fait, tout simplement. Et donc ouais, peut-être pour terminer, quelles clarifications il faudrait faire pour éviter les deux, trois dangers auxquels on a fait référence ce soir. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de ça dans la question précédente. En quoi l'écologie n'est pas apolitique ? En fait, c'est vraiment un élément de discours qu'on retrouve uniquement pour l'écologie. Le fait que l'écologie serait au-dessus du politique, serait à distance du politique, on ne le retrouve pas pour n'importe quelle autre question politique. Personne dit le social, c'est au-dessus du politique. Ce qui rend la question sociale politique, ou on va prendre un exemple plus précis, par exemple la question de la santé. En fait, tout le monde est pour la santé. Ça n'a pas trop de sens de dire pour ou contre la santé. Les oppositions, elles se font par rapport au fait qu'il y a des divergences dans la manière de financer le système de santé, dans la manière dans les conditions d'accès au système de santé, dans les manières de rembourser les soins, etc. C'est plutôt là-dessus que des oppositions sont. Et on peut répercuter ça sur toutes les questions politiques, en fait. Ce qui fait des questions politiques, ce n'est pas le fait qu'elles existent en elles-mêmes, c'est le fait qu'il y ait des divergences dans la manière de les appréhender.
Donc c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour l'éducation, etc. Par contre, l'écologie, l'écologie, ce serait au-dessus du reste. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas non plus. L'écologie aussi, il y a des responsabilités assez différenciées dans le déclenchement et dans l'entretien du ravage écologique, mais aussi des vécus très variables aussi en fonction des positions sociales du ravage écologique. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui font que l'écologie est une question politique. C'est ces différenciations sociales dans les responsabilités et dans le vécu du ravage. Donc voilà, moi je défends vraiment cette idée que l'écologie n'est pas politique pour ces raisons-là. Ce n'est pas l'idée qu'il faudrait simplement un changement de système, etc. C'est des choses un petit peu abstraites. C'est aussi revenir sur la manière dont les responsabilités et les vécus sont distribués. Malgré ça, il y a quand même encore ce discours que l'écologie serait au-dessus du politique. Et à mon avis, c'est plutôt quelque chose de dangereux. Les acteurs qui portent ce type de discours-là, en fait, ils vont considérer que ce serait bien que l'écologie s'impose dans l'ensemble du champ politique. Moi, je ne défends pas du tout cette perspective-là. Je considère que, en fait, l'extrême droite, qu'elle soit écologiste ou pas, en fait, c'est pas trop le problème. Ça reste un camp politique qui défend des mesures racistes sur un certain nombre de sujets. Et que ce soit des mesures écologiques ou pas, en fait, moi, je trouve que c'est pas quelque chose dont on doit se réjouir ou quoi. Ce qui est important, c'est aussi le type de projet politique général qu'ils vont produire. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se réjouir, par exemple, comme ça a pu être le cas, par exemple, quelqu'un comme Hugo Clément, journaliste écologiste, a pu dire que pour lui, l'objectif, c'est que l'ensemble du champ politique, bon, il parlait spécifiquement du cas de la France parce qu'il est français, mais prenne en charge l'enjeu écologique. Bon, je ne crois pas que ce soit un objectif très désirable, en fait. Si l'écologie du Rassemblement national, c'est de rejeter toute forme d'immigration et de réprimer les militants écologistes et ce genre de choses, je pense que c'est plutôt quelque chose qui n'est pas très désirable si on vraiment se place dans cette perspective d'une écologie émancipatrice. Voilà, donc l'écologie, en fait, elle n'est jamais apolitique. Elle est toujours politique du fait de ses vécus et de ses responsabilités différenciées. Si jamais on le visibilise pas, si jamais on ne le mentionne pas, en fait, ça a simplement caché sous le tapis ces différenciations sociales-là, et ça va mettre en œuvre une écologie qui va avoir des impacts sur les plus défavorisés et celles et ceux qui subissent le plus le ravage écologique. Après, il y a une autre question sur les clarifications. Mais on peut aussi y venir dans la discussion. Je viens juste dire un mot là-dessus. Ouais. C'est effectivement là-dessus que je termine le livre, sur un appel à ce que je dis clarifier le mouvement écologiste et les discours qui peuvent être portés en son sein. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un appel que moi je fais tout seul. C'est plutôt s'inscrire dans une dynamique collective qui existe déjà sur un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on peut clarifier un certain nombre d'éléments un peu ambigus qui peuvent exister. J'ai évoqué le cas d'Extinction Rebellion un peu plus tôt, sur leur rapport à la question de la démocratie. Bon, alors, ce n'est pas uniforme, parce que c'est un mouvement qui est quand même très disparate d'un pays à l'autre, mais dans un certain nombre de pays, c'est un mouvement qui a abandonné cette revendication d'un état d'urgence écologique qu'ils pouvaient défendre. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte aussi que c'était une proposition politique qui pouvait avoir des effets en fait, assez néfastes sur certaines franges de la population. Et c'est notamment en se connectant à d'autres collectifs, alors ça dépend toujours des situations locales, d'autres collectifs qui bossaient par exemple sur la question du racisme ou des collectifs féministes ou des collectifs antifascistes, ça dépend vraiment de la situation locale, qui se sont intéressés en fait aux dimensions sociales de l'enjeu écologique et qu'on ne pouvait pas avoir des solutions autoritaires de ce type-là, du type de l'état d'urgence écologique qu'ils pouvaient défendre. Donc, moi, je trouve ça, c'est plutôt un motif d'espoir de voir qu'en fait, ces connexions-là, elles existent et qu'il y a un certain nombre de collectifs écologistes qui sont investis dans le fait de se mettre en lien avec des collectifs politiques qui travaillent sur d'autres questions pour justement mettre en œuvre cette conception systémique de l'écologie qu'on entend souvent, l'écologie est sociale, c'est pas déconnecté, etc. Mais il y a toujours des collectifs écologistes qui ont souvent été un petit peu dans leur coin et qui ne sont pas forcément connectés à d'autres collectifs politiques. Moi, je trouve ça plutôt intéressant qu'ils fassent cette démarche-là, cette autocritique, et qu'ils se connectent à d'autres organisations qui travaillent sur d'autres questions. Voilà. Et vu qu'on est à Alternatiba, j'insiste sur le fait que c'est notamment en France, il y a plusieurs collectifs Alternatiba locaux qui ont eu cette démarche-là. Alors ça aboutit finalement à une scission, c'est des groupes qui ont quitté Alternatiba, le mouvement Alternatiba à l'échelle nationale, mais c'est aussi notamment parce qu'ils ont mis en œuvre une autre conception de l'écologie que celle à laquelle ils s'étaient formés au départ. Et en fait, c'est assez intéressant ce processus assez dynamique et de mise en lien avec d'autres causes.
Parfait. Merci pour tes réponses. Je pense que ce serait bien si on peut discuter aussi avec vous, que ce soit par des questions, des remarques, des commentaires, ou encore peut-être revenir sur les mots qu'on a dit avant. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je reste sur ma faim. Vous avez parlé de fascisation de l'écologie et c'est justement ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu mieux quels sont les éléments dans l'argumentaire écologique qui sont récupérés. Vous avez cité le malthusianisme, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et en fait, d'un point de vue historique, je me rappelle m'être penchée sur un programme du Parti vert il y a 30 ans et que en lisant entre les lignes, il y avait un type de discours anti-étranger. Heureusement, ce parti a évolué d'une autre façon. Donc, est-ce que vous auriez d'autres exemples à citer? Merci. Alors, il y a plein d'autres exemples. Je reviens par exemple sur le concept de décroissance, qui est devenu un concept qui existe depuis les années 70 dans le mouvement écologiste, mais qui est devenu vraiment un lieu commun du mouvement écologiste seulement, on va dire, ces dernières années, depuis en gros au milieu des années 2010. Le concept de décroissance, la manière dont il est formulé au départ, c'est dans une conception très politique. Dans les années 70, c'est vraiment un projet qui revendique socialiste, autogestionnaire. On va revenir à des petites échelles de production et les travailleurs vont s'approprier les moyens de production, les usines, l'exploitation agricole, etc. Et ils vont décider eux-mêmes de ce qu'on produit, la quantité de ce qu'on produit, les objectifs de production en général. Donc c'est en se réappropriant les moyens de production qu'on va pouvoir mettre en œuvre une forme de décroissance de la production et donc décroissance des pollutions, des impacts matériels en général. Ça c'est assez clair dans les années 70. Puis le concept de décroissance, il a un peu évolué, il est devenu un peu plus creux. C'est devenu un concept surtout autour du fait de faire décroître le PIB. Ce qui est plutôt un mot d'ordre communicationnel, on va dire, quelque chose que les décroissants ont pu défendre dans l'espace public. Mais du coup, la dimension politique vraiment émancipatrice qui pouvait exister dans cette conception de la décroissance, en fait, elle s'est un petit peu étiolée et on a vu que le concept a été approprié par d'autres franges politiques. Et c'est là qu'on retrouve la nouvelle droite que j'ai évoquée plus tôt. Quelqu'un comme Alain de Benoît que j'évoquais, en fait, c'est quelqu'un qui a produit plusieurs livres sur la question de la décroissance. Et notamment, il se base sur le fait que chez les écologistes décroissants, il y a un certain nombre de figures, de styles, on va dire, et puis un certain nombre de métaphores qui vont offrir des prises en fait, à une conception réactionnaire de la décroissance. Par exemple, le fait de dire que la société est obèse, ce type de formule-là qu'on a pu retrouver beaucoup chez les écologistes par le passé, on retrouve un peu moins ce type de formule aujourd'hui. En fait, quelqu'un comme Alain de Benoît, il les a prises et puis il a dit oui, la société est obèse. Alors déjà d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, on a retrouvé un peu les écologistes de gauche. Et lui, il va dire aussi la société est obèse de droits sociaux. Il va dire que le fait d'avoir que les droits des femmes aient progressé, que les droits des personnes non blanches aient progressé, etc., que les droits des personnes homosexuelles aient progressé, etc. En fait, tout ça, ce serait des choses qui contribuent à une forme de perturbation de la nature et de l'ordre naturel qu'il faudrait protéger, etc. Bon, je suis d'accord. Moi, d'un point de vue personnel, ça me paraît un petit peu bizarre comme argumentaire, mais c'est comme ça que l'argumentaire est construit, c'est cette idée de perturbation de la nature et de l'ordre social naturalisé qu'il fonde. Voilà. Donc, la décroissance, je pense, c'est un bon exemple, parce que il y a donc cette appropriation par l'extrême droite, mais il y a aussi tout un tas de collectifs un petit peu intermédiaires, et notamment le journal La Décroissance, en fait, qui vont défendre une conception de cette idée de la décroissance qui n'est pas toujours très claire en termes de quel projet politique est mis en œuvre, doit être mis en œuvre pour atteindre cette décroissance. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le capitalisme libéral conduit à une surexploitation des ressources, etc. La question, elle ne se joue pas là-dessus. Elle joue sur quel type d'organisation sociale aussi doit permettre la mise en œuvre de cette décroissance. Parce qu'il y a un point que je n'ai pas trop mentionné, peut-être, c'est que l'écofascisme, en fait, il a un positionnement anticapitaliste assez clair, en fait, par rapport au reste de l'extrême droite. Il revendique le fait qu'il faut arrêter de surproduire, etc. Et en fait, justement, c'est là un peu les zones grises qui font que ce type d'idées, en fait, peuvent progresser aussi dans des espaces qui viennent vraiment de la gauche écologiste. Voilà, donc la décroissance, c'était un exemple important. Quel autre exemple je pourrais citer ? Un autre qui rejoint et qui est peut-être intéressant, qui synthétise un peu d'autres aspects, c'est le positionnement vis-à-vis de la modernité. Je pense que ça,
c'est vraiment un sujet un petit peu complexe à aborder parce que la modernité, c'est comme le concept de nature, il y a une diversité de définitions. Moi, je les rassemble sous 3 types de définitions. La modernité comme un ensemble d'infrastructures, donc c'est un peu ce qu'on nommait sous le terme de civilisation thermo-industrielle tout à l'heure. La modernité comme un ensemble de valeurs, plutôt des valeurs progressistes, de universalisme. Bon, là, c'est le français en moi qui parle quand je parle d'universalisme. Mais un certain nombre d'idées comme ça, progressistes, avec toutes leurs ambivalences. Voilà, parce qu'on sait aussi que la modernité, au sens du progrès, voilà, est aussi fondée sur tout un processus colonial, etc. Et puis, dernière définition un peu classique de la modernité, c'est la modernité comme une ontologie, c'est-à-dire comme un rapport au monde. Et donc, c'est cette division nature-société ou nature-culture. Voilà, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions sur ça dans les espaces écologistes aussi. Ces 3 définitions-là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut identifier 4 positionnements par rapport à celle-ci. Enfin, un peu de maths. Et un positionnement moderniste un peu classique qui est de dire, en fait, toutes ces choses-là, c'est bien. Le fait de développer les infrastructures, de continuer à développer les droits sociaux en général, et puis la division nature-société, ce serait une bonne chose. Ça, c'est plutôt le positionnement, non pas des écologistes, mais plutôt des anti-écologistes qui vont défendre un peu le projet moderniste dans sa globalité, malgré ses ambivalences. Ensuite, il y a un positionnement qu'on pourrait désigner comme postmoderniste, là, qui serait plutôt le positionnement globalement des écologistes. Alors, le thème de postmodernisme, il est un petit peu compliqué. Mettez de côté toutes les définitions que vous connaissez. Je vous donne juste la mienne dans ce cas très précis. C'est le fait que voilà, il y a des ingrédients qui sont intéressants dans ce qu'on appelle la modernité, que ce soit dans les aspects infrastructurels, dans les aspects idéologiques ou dans les aspects ontologiques, mais que voilà, on ne peut jamais prendre tout ça comme un tout, et c'est important, alors c'est un peu facile à dire, hein, mais de faire le tri là-dedans. Par exemple, dans les infrastructures modernes, on peut dire que l'aviation touristique, voilà, ça pose comme un certain nombre de problèmes écologiques auxquels on pourrait peut-être renoncer. Par contre, les infrastructures de santé modernes, en fait, c'est plutôt peut-être quelque chose à conserver. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va rejeter la modernité technologique dans son ensemble. Voilà, c'est plutôt essayer de voir comment aussi collectivement on peut se mettre d'accord sur quel type d'infrastructure on garde et quel type d'infrastructure on va plutôt décider soit de démanteler, soit de réduire un petit peu, etc. Voilà. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. Ça, c'est ce que j'appelle postmodernisme comme rapport à ces 3 conceptions de la modernité dans le livre. Ensuite, il y a un 3e positionnement sur lequel je ne vais pas trop revenir, qui est l'amodernisme, le fait de considérer qu'en fait, on ne serait jamais vraiment entré dans la modernité. Là, c'est plutôt par rapport au rapport ontologique. C'est plutôt le positionnement de quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, ou d'autres gens qui se situent dans cette filiation-là. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. C'est un positionnement surtout d'universitaire, en fait, qui n'a pas trop d'effectivité dans le champ public plus largement. Et le dernier positionnement, et c'est là c'est vraiment intéressant, c'est le positionnement anti-moderne ou anti-moderniste. C'est vraiment cette idée de rejet de ces 3 dimensions-là, à la fois de la forme infrastructurelle de la modernité, et donc de l'ensemble des ressources qui sont nécessaires pour faire fonctionner voilà, le système de santé, le système agricole, le système de transport. Le rejet de la modernité dans sa forme idéologique, et donc rejet du progrès social de manière générale. Et puis le rejet aussi de la division nature-société. Et là, en fait, si vous rebouclez un petit peu avec différents éléments que j'ai évoqués avant sur l'extrême droite écologiste, en fait, on voit qu'ils ont un positionnement anti-moderniste très clair, mais qu'en fait, qui est assez cohérent entre ces 3 formes-là. Et je pense que c'est ça aussi qui est important de voir, c'est cette espèce de cohérence dans le rejet de la modernité. Et là, on revient quand même vers le mouvement écologiste traditionnel, plutôt ancré à gauche. C'est que ce mot d'ordre de rejeter les modernités, rejeter le progrès, c'est quelque chose qu'on entend en fait de manière assez récurrente. Moi, il se trouve que mon travail actuel de doctorat, c'est de travailler sur les mouvements écologistes francophones dans les années 70. Donc, je travaille principalement sur des journaux écologistes qui existaient dans ces années-là, sur 2 journaux en particulier, qui sont Le Sauvage et La Gueule Ouverte. Ce sont 2 journaux français à la base, qui sont diffusés aussi en Belgique et en Suisse, qui, en fait, déploie beaucoup de discours sur cette question du progrès, et on voit une espèce de rejet un petit peu catégorique du progrès ou de la modernité qui, à mon avis, sont des pentes assez glissantes, parce que en fonction du type de définition qu'on met derrière, en fait, qu'est-ce qu'on rejette? Est-ce que c'est uniquement les infrastructures et leur consommation excessive en ressources, ou est-ce que c'est aussi les droits sociaux qui peuvent aller un peu derrière ce type de définition-là, etc. Et je pense qu'il y a quand même un flou qui existe autour de ce rejet du progrès chez les écologistes. En fait,
c'est assez courant de trouver des écologistes qui sont contre l'avortement, qui sont contre le mariage homosexuel, etc. En fait, c'est pas quelque chose de si anodin que ça. On a pas mal d'exemples qui existent, et c'est pas forcément des gens qui sont organisés dans des collectifs structurés autour de cette question-là. C'est plutôt des conceptions de l'écologie centrées sur une défense de la nature, etc., encore une fois, qui sont assez diffusées, assez disparates dans le mouvement écologiste. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une situation difficile à appréhender de manière, disons, très globale. C'est beaucoup d'éléments comme ça, de discours qui font qu'il y a des individus qui vont porter certaines conceptions de l'écologie, mais ils ne vont pas forcément dériver eux-mêmes vers un collectif écofasciste, stricto sensu, etc. Voilà, c'est toujours un petit peu complexe de cartographier tout ça. Vous avez mentionné cette vision de la nature comme étant hiérarchique, des rapports de domination qui du coup devraient être appliqués aussi sur nos sociétés. Et on sait par des travaux, par exemple de Lynn Margulis, qu'en fait c'est quand même plus compliqué et qu'il y a quand même beaucoup de coopération aussi dans la manière dont l'environnement fonctionne. Et donc je me demandais quelle était la place du darwinisme social, par exemple, sur effectivement dans cette logique de reproduire les hiérarchies, la domination et cette vision en fait assez divisée et simpliste en fait de la manière dont la nature fonctionne. C'est pas une doctrine, le darwinisme social, qui est directement présente dans les théories écofascistes. Parce qu'en fait, les écofascistes, c'est un élément que je n'ai pas forcément précisé sur les sources intellectuelles du processus d'écologisation du fascisme. Ils vont plutôt aller puiser plus loin dans le temps que dans le darwinisme social. Par contre, ils vont reconstruire une doctrine qui est assez équivalente à certains points de vue, parce qu'on retrouve cette même idée que en fait, la nature va opérer une forme de sélection naturelle au sein de la société. Voilà. Donc c'est assez analogue, mais disons qu'ils ne vont pas aller puiser directement chez quelqu'un comme Spencer, par exemple, qui est le principal théoricien du darwinisme social. Voilà. On va plutôt parler de doctrines assez analogues, ce qui est assez aussi analogue, parfois, les doctrines écofascistes à l'idéologie nazie et à d'autres doctrines d'extrême droite. Mais disons qu'il y a aussi, parce qu'ils ont réfléchi au fait qu'ils pourraient être étiquetés, non pas darwinisme social, c'est pas trop l'étiquette qui leur faisait peur, mais l'étiquette nazie, en fait, ils sont allés reconstruire une espèce de doctrine. Une fois dans un papier, j'avais vu écrit simili-nazi. Je trouvais ça assez intéressant comme qualificatif pour montrer qu'en fait, ils ont reconstruit quelque chose d'assez analogue, avec le même type de conception de la hiérarchisation des races, etc. Voilà, donc c'est plutôt comme ça qu'on pourrait citer. Donc c'est plutôt une doctrine analogue au darwinisme social. Quand vous parliez notamment du collapsologisme et des infrastructures modernes qui étaient toutes interconnectées et que du coup si l'une s'effondrait, elle prenait toutes les autres dans sa chute. Concrètement, vous parlez de quelles infrastructures modernes ? Alors là, il y a une grosse liste qui est faite par les auteurs de la collapsologie. J'ai un peu botté en touche parce que moi je ne suis pas spécialiste de cette modélisation-là, etc. Ce n'est pas du tout mon travail. Moi je travaille en sciences sociales, analyse très qualitative des discours écologistes, etc. Mais les principales dimensions, c'est l'agriculture moderne et le fait que qui est très gourmande en ressources diverses, que ce soit pour alimenter les engins, etc., mais aussi en engrais, en pesticides, etc., mais qui serait aussi donc interconnecté aux infrastructures de transport, interconnecté aux infrastructures de santé, interconnecté aux infrastructures urbaines de manière générale. En fait, tout ce qui compose notre environnement matériel serait complètement interconnecté. C'est pas vrai, c'est pas faux, pardon, que c'est interconnecté. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas forcément de lien mécanique entre l'effondrement des uns et des autres. Voilà. Mais en gros, les auteurs collapsologistes ont essayé d'intégrer l'ensemble de notre environnement matériel contemporain. Voilà. Merci. Déjà pour te féliciter pour le livre et pour la conférence qui lance un thème qui, à mon avis, va faire parler de lui, peut-être pas uniquement sous cette forme d'écofascisme. Et justement, je me demandais s'il y avait d'autres formes de totalitarisme ou de dérive que le fascisme, qu'on pourrait aussi craindre, un peu plus subtil, un peu plus perverse quelque part aussi, qui consiste aussi à utiliser, instrumentaliser pour le contrôle, pour asseoir la domination, asseoir de l'hégémonie, qu'elle soit capitaliste, militaire ou autre, disons. Moi, je pensais par exemple aussi, et du coup, quels pourraient être ces outils plus raffinés, peut-être ou plus subtils, qui ont lieu actuellement quand même, qui émergent dans les discours dominants sur l'écologie. Je pensais par exemple au climatocentrisme,
c'est-à-dire de réduire toute la problématique à un seul problème, par exemple. Ça s'apparente aussi un petit peu à des méthodes fascisantes, puisqu'on va simplifier pour mieux faire adhérer les gens. Il vaut mieux avoir des pensées qui sont simplifiantes. Donc le climato-centrisme, c'est faire fi de la complexité, faire croire que la science est unanime aussi sur des questions alors qu'elle ne l'est pas du tout, qu'elle est pleine de contradictions et qu'elle nécessite des positionnements et de la critique réflexive envers elle-même, une science non exacte. On pourrait penser aussi à la fuite techniciste, qui est un outil de technologie du pouvoir, mais qui sert très très bien. Que penses-tu de ces autres instruments du pouvoir ? Merci pour la question. Il y a quelque chose que j'ai pas mal laissé de côté dans le livre, en focalisant sur l'extrême droite, c'est quel est le rapport globalement des majorités de droite ou centristes qui gouvernent quand même beaucoup de démocratie libérale occidentale aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un concept qui est beaucoup rejeté par les écologistes, mais qu'en fait, qui serait utile à retravailler, qui est celui de capitalisme vert. Souvent, on dit que le capitalisme vert, ça n'existe pas parce que le capitalisme, c'est consommer toujours plus, se produire toujours plus, et donc il y a des limites écologiques qui font que c'est pas possible. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Par contre, ça ne veut pas dire que le capitalisme vert, ça peut pas être une forme de gouvernement, en fait. Et je pense qu'il faut réussir à mettre un peu de nuance là-dedans et montrer que, par exemple, la conception d'écoquartiers ou certaines politiques écologiques, la manière dont elles sont mises en œuvre, en fait, elles peuvent avoir des effets sociaux assez dévastateurs. Et je pense que le concept de capitalisme, il pourrait être retravaillé de cette manière, capitalisme vert, pardon, il pourrait être retravaillé de cette manière-là pour coller à ce type de choses-là. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu, pour votre écoute, vos commentaires. Et puis, je pense qu'on va clore ici. Bonne soirée à tout le monde.